السلام عليكم ورحمة الله. La bombe atomique aurait été inventée dans les années 40. En 1945, les États-Unis auraient lâché une bombe atomique sur Hiroshima. En fait, il ne s'agissait pas d'une bombe atomique, mais de milliers de bombes incendiaires. Les spécialistes trouveront certainement quelques erreurs parmi les arguments qui sont développés, mais il y a suffisamment d'incohérences, de trucages flagrants et d'impossibilités pour comprendre que la bombe atomique n'existe pas. Une fumée est toujours composée de carbone sous forme de monoxyde de carbone CO, de dioxyde de carbone CO2, de dioxyde de soufre SO2, de dioxyde d'azote NO2 et de différents imbrûlés provenant de la matière qui explose ou se consume. Or, dans la matière fissile de leur soi-disant bombe atomique, il n'y a pas un seul atome de carbone, ni de soufre, ni d'azote. Pas un. Il n'y a que des atomes d'uranium ou de plutonium qui se dévisent en deux pour former des atomes plus petits et plus légers. C'est pour ça qu'une réaction nucléaire ne produit jamais de fumée. D'ailleurs, la réaction de fission avec de l'uranium dans les centrales nucléaires ne produit aucune fumée, alors que c'est exactement la même réaction, en plus lent, que dans une bombe atomique. La fumée qui s'échappe de ces cheminées ne vient pas de la fission de l'uranium, c'est la fumée de condensation provenant du circuit d'eau faisant tourner des générateurs électriques. Ce n'est que de la vapeur d'eau, sans aucun rayonnement radioactif, sans aucun atome d'uranium. L'uranium ne peut pas s'enflammer, sauf s'il est sous forme métallique et sous forme de poudre très fine. C'est un système qui est utilisé pour des munitions modernes, destinées à perforer le métal des blindages. Or, dans une bombe atomique, l'uranium n'est pas du tout sous forme de poudre fine, au contraire, puisque la masse d'uranium doit être la plus compacte possible. Donc d'où pourrait provenir cette énorme quantité de fumée? Selon certains, cette fumée proviendrait de l'azote de l'atmosphère qui a été transformé en carbone 14. C'est ce même processus qui fournirait le carbone dans les champignons atomiques. Mais puisque toutes les bombes atomiques fonctionnent de la même façon, alors tous les champignons atomiques devraient produire une fumée de couleur franchement noire, puisque le carbone est noir. Comment se fait-il que sur ces photos, on a des champignons atomiques qui peuvent être blancs, rouges, voire oranges? D'autres affirment que cette fumée provient du carbone contenu dans l'air, mais la proportion du carbone atmosphérique n'est que de 0,037%. Selon d'autres encore, ce serait parce qu'avec la chaleur très élevée, l'azote et l'oxygène dans l'atmosphère se sont recombinés entre eux pour former des composés azotés et principalement du dioxyde d'azote de couleur brun-orange. C'est principalement ce gaz qui forme la pollution sur les villes. Donc si la fumée d'une explosion atomique provenait de la réaction de l'azote de l'atmosphère avec l'oxygène, alors toutes les explosions atomiques devraient montrer un champignon de couleur brun-orangé. Or, plusieurs champignons atomiques ont une couleur franchement noire. La fumée ne provient donc pas de la recombinaison de l'azote atmosphérique avec l'oxygène de l'air. Donc encore une fois, d'où vient toute cette fumée? Elle ne pourrait pas provenir de la végétation au sol qui aurait brûlé et aurait été aspirée avec la chaleur vers le ciel. La majorité des essais d'explosion soi-disant atomiques ont eu lieu dans un désert où il n'y a que des cactus et aucune végétation. La fumée ne pourrait pas non plus provenir de la poussière du sol qui a été soulevée, puisqu'avec la puissance du souffle, cette poussière devait être poussée sur les côtés à des centaines de mètres avant d'être aspirée vers le haut et de monter à la verticale. Or on ne voit jamais ceci. On voit immédiatement après l'explosion apparaître une énorme masse de fumée compacte qui s'élève dans l'atmosphère. De plus, on voit bien que le champignon n'est pas constitué de poussière, il s'agit bien d'une épaisse fumée provenant d'une réaction chimique contenant du carbone. De plus, lors d'une explosion, la poussière, qui est quand même assez lourde, retombe rapidement au sol. Jamais elle ne monte à plusieurs kilomètres d'altitude, sauf dans le cas des volcans. Mais un volcan est des milliers de fois plus puissant qu'une bombe atomique. Et de plus, un volcan envoie de la matière brûlante dans l'atmosphère pendant des journées, voire pendant des mois. Une explosion atomique ne durerait qu'une fraction de seconde. Et surtout, la température de la soi-disant explosion atomique dépasse les 1 million de degrés. Donc toute la poussière devait être immédiatement vaporisée. Le champignon atomique d'Hiroshima
serait monté à une altitude de 17 km. Si on considère qu'il mesurait 100 mètres de diamètre, certainement beaucoup plus, cela fait un volume de plus de 100 millions de mètres cubes. La fumée pesant environ 3 kg par mètre cube, il faut savoir que l'air autour de nous pèse 1 kg par mètre cube, cela correspondrait à une masse de 400 millions de kilos, 400 000 tonnes, ce qui correspondrait à un cratère de 300 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. Or, les photos du point zéro d'Hiroshima ne montrent aucun cratère. Une réaction de fission atomique produit une lumière bleue caractéristique. Donc, lors d'une explosion atomique, on devrait aussi voir un intense flash bleu. Pour terminer, il faut savoir que moins de 2% de l'uranium présent dans la bombe atomique aurait subi la réaction en chaîne, soit environ 1 kg, soit le volume d'une grosse noix, parce que l'uranium est très lourd. Et donc un volume aussi petit pourrait produire les gigantesques explosions que l'on montre avec autant de fumée. Si une explosion atomique existait, il n'y aurait qu'un flash intense d'énergie pure, comme un soleil, mais en aucun cas cela formerait un champignon de fumée. Voici une série de photos montrant des explosions atomiques, des explosions classiques. Vous remarquerez les mêmes couleurs jaunes orangées, la même épaisse fumée noire prouvant la présence de carbone, les mêmes champignons de gaz et de fumée typiques de toute explosion d'une certaine importance. Comment se fait-il que les explosions atomiques montrent exactement les mêmes effets que les explosions classiques, alors que la matière utilisée et la réaction sont totalement différents? Une réaction atomique ne peut pas produire une boule de feu comme on le voit sur ces images, puisqu'il s'agit d'une réaction en chaîne où les atomes se divisent. Alors que dans une explosion classique, les molécules présentes dans la matière explosive se décomposent et les atomes se recombinent entre eux et avec l'air environnant pour former une boule de gaz qui s'enflamme. Ces photos montrent en fait que les soi-disant explosions atomiques sont typiquement des explosions avec des réactifs classiques, TNT ou explosifs à base de napalm. Wow. You okay, buddy? L'analyse des témoignages des premiers soi-disant tests atomiques prouve bien que ces explosions n'avaient rien d'atomique. Le 13 février 1960, la France a effectué un soi-disant essai nucléaire lors de l'opération Gerboise Bleue en Algérie, encore française. Le test était dans le désert du Sahara, donc dans une zone où il n'y avait que du sable, pas un seul arbre. La bombe est installée sur une tour de 70 mètres de hauteur. Et un journaliste présent sur le site décrit ce qu'il voit. Écoutez bien. La boule de feu est immense. Elle vacille, on dirait qu'elle cherche son équilibre. Un pilier de fumée bouillonnante noire se dresse. On a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle. Le journaliste dit bien, on a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle. Comment est-ce que la fumée d'une explosion atomique pourrait avoir l'aspect d'un dépôt de pétrole qui brûle? Le militaire Roland Weil et 3 autres conscrits se rendent au point zéro 1 heure juste après l'explosion pour effectuer des prélèvements et planter le drapeau français au centre du cratère. Étonnant, l'essai Gerboise Bleue était 4 fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima qui aurait tué immédiatement 70 000 personnes. Mais là, ces militaires vont 1 heure après l'explosion sur le point zéro sans ressentir aucune radioactivité. Ils auraient dû être au moins victimes de maux de tête, de nausées, de malaise, voire de brûlures. Pourtant, Roland Weil n'en parle pas et commande ceci. En arrivant à une centaine de mètres du point zéro, on ne pouvait plus rouler sur la route en bitume. Elle était toute fondue par la chaleur. On a continué à pied. Une grande cuvette était formée. C'était tout noir comme du cirage, noir et brillant, comme de la glace. Sur le point zéro, nous avions les pieds qui s'enfonçaient dans le sable, qui était chaud et noir. Il craquait sous nos pieds, comme si nous marchions sur du verre. Vous trouverez ces infos dans le livre Les vétérans des essais nucléaires au Sahara de Christine Chanton. En aucun cas, une explosion atomique ne peut transformer du sable en une masse noire et brillante. Si le sable subit une chaleur intense, il sera vitrifié et gardera sa couleur d'origine. On trouve parfois dans le désert du sable qui a été vitrifié par la foudre. Il a subi une température de plusieurs milliers de degrés, mais jamais il ne prend l'aspect du cirage,
puisque pour avoir cette couleur noire, il faut nécessairement du carbone. Or on a vu qu'il n'y a pas un seul atome de carbone dans une bombe atomique. Encore une preuve que les soi-disant bombes atomiques contiennent un explosif avec beaucoup de carbone, TNT, napalm ou fuel, mais certainement pas de l'uranium. En fait, un des grands phénomènes que je cite dans le bouquin, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Et ça, c'est un phénomène mais vicieux, quoi. Et il est connu depuis l'Antiquité. En fait, les cornacs, dans l'Antiquité, on n'avait pas de fer. Donc pour attacher un éléphant avec une chaîne en bronze, il faut se lever tôt. Vous n'avez peut-être pas posé la question, mais c'est difficile. Et ils avaient trouvé une méthode pour attacher les éléphants qui était de prendre l'éléphant petit, de lui mettre une corde à la patte qui ne pouvait pas briser. Et en grandissant, l'éléphant grandissait avec l'idée que c'était impossible de briser cette corde. Ce qui fait qu'on lui mettait la petite cordelette à la papate, même adulte, et il n'essayait pas de bouger. Ça marche encore aujourd'hui, bien sûr. Et bien, ce phénomène de mettre la chaîne directement dans la tête de l'éléphant, il existe tout à fait chez l'homme. Tout à fait. On peut convaincre un élève qu'il est mauvais. On peut lui dire, t'es mauvais en maths, n'essaye même pas. Et on peut prouver, même en neurosciences aujourd'hui, qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation mathématique, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui est frontale, qui dit en gros, n'essaie même pas. Et ça s'active, c'est vachement. Promotion du culte de l'arme suprême dans les bandes dessinées, les films et autres médias dans les années 20 et 30. Efficace arme de propagande que fut le show radiodiffusé d'Orson Welles, La guerre des mondes, en 1938. Il est temps d'ouvrir la boîte de Pandore des coups médiatiques. Vidéo truquée des années 40. Montage vidéo d'une bombe factice avec nuages indestructibles ignorant l'onde de choc. Les images du ciel viennent couvrir celles d'une explosion de dynamite. Les nuages ne perdent jamais leur forme. Regardez les deux plus gros nuages en bas à gauche. Même nuages indestructibles. Dum, dum, dum. Les superforteresses américaines B-29 infligent de lourdes pertes aux villes du Japon. En un seul jour, les bombes incendiaires emportent près de 90 000 civils à Tokyo. Pourtant, les Japonais ne capitulent toujours pas. Les Américains craignent qu'une invasion du Japon ne leur coûte trop cher en vies humaines. L'Union soviétique a promis de s'engager dans la guerre contre le Japon. Et puis, le président Truman se tourne vers une nouvelle arme révolutionnaire. Les 6 et 9 août, des bombes atomiques sont larguées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. C'était comme un gigantesque couteau de lumière qui aurait déchiré le ciel en deux. Une masse de nuages est apparue, s'élevant vers le ciel avec une immense colonne de feu rouge au milieu, comme un volcan en plein ciel. Pendant un moment, je suis resté là, fasciné, perdu dans la contemplation de ce magnifique et terrible spectacle. Toyofuma Ogura, professeur à l'université de Hiroshima, écrit une lettre à sa femme. Quand j'ai retrouvé mes sens, la ville brisée, détruite de Hiroshima s'étalait sous mes yeux. Cette ville, dans laquelle vivaient 400 000 personnes, où coulaient 7 rivières, la cité de l'eau, Hiroshima, n'était plus. Il y avait une vague de gens sur la route,
blessés et brûlés. Un tas de chair vivante, des vies projetées là par le souffle de l'explosion. Pas un être humain, mais une masse de chair blessée était là. C'était une vision d'enfer, terrifiante, horrible. Plus de 140 000 personnes sont tuées par les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Le nombre de ceux qui sont morts plus tard des suites de brûlures ou de cancer n'a jamais été déterminé. Le 14 août, le gouvernement japonais accepte les termes amers d'une capitulation inconditionnelle. Je ne suis pas sûr que tout le monde croit à cette histoire de bombe atomique. Je pense qu'il y a un genre de propagande déguisée qui a fourni aux Japonais il n'y a aucune grande célébration. Bon, maintenant, il faut se tourner vers le Japon. Le premier vaisseau portugais a débarqué à Nagasaki. Une tempête l'y força. Et il y avait des jésuites à bord. Sans cette tempête, ils ne s'y seraient jamais engouffrés. C'est une histoire bizarre. Ensuite, les jésuites ont fait de Nagasaki un bastion, puis ils en ont créé un autre plus au nord, à Hiroshima. Ensuite, la monarchie bouddhiste japonaise réalisa 4 générations plus tard ce qui se passait, qu'ils en faisaient un levier politique et pas, là encore, ce n'était pas du tout pour amener plus de gens à l'office du dimanche, non, pas du tout, ce n'était pas leur plan. Ça, c'était plutôt secondaire. Tout l'objectif était politique. Et ils ont fait croire qu'ils expulsaient les jésuites. Ils en ont tué quelques-uns, mais il y avait déjà une telle influence à cette époque que c'était trop tard. Donc c'était beaucoup plus une posture qu'autre chose. S'ils avaient vraiment dû faire une purge, ils auraient eu à tuer des milliers de Japonais en permanence. Non, ils ont juste arrêté une quarantaine de jésuites et l'influence est restée intacte. Puis-je être humblement en désaccord avec vous sur ce point, dans l'intérêt de ceux qui nous écoutent? C'est dans mon bouquin. J'explique qu'ils ont effectivement tué 20 ou 25 jésuites, Nick. Ils ont été crucifiés et en exécution publique. Quand Ieyasu expulsa les jésuites en 1614, ce fut considéré comme final. Mais ils ont dû en arriver au point d'empêcher toute entrée au Japon jusqu'en 1639. Et les seuls qu'ils autorisèrent à accoster dans leur port furent les protestants hollandais, grâce à Will Adams. Car Will Adams était le capitaine anglais du navire des protestants hollandais, qui avertit l'empereur de la présence jésuite et amena les Anglais à affronter les Portugais dans une grosse bataille navale, où je pense que près de 30 000 Japonais furent tués. Grande bataille. Et autant que je sache, il semble que les jésuites furent gardés à l'écart pendant plus de 200 ans, jusqu'à ce que le Commodore Perry et sa flotte de bateaux à canon arriva en 1854 et força l'entrée au Japon des Anglais et des Américains. Et c'est à cette époque que le shogunat Tokugawa fut renversé en 1867, parce qu'il représentait l'ennemi abject des jésuites. Ils ont dû tous démissionner, et ils ont tué l'empereur Komi, car l'empereur Komi, qui n'avait que 36 ans, déclara qu'aucun homme blanc, aucun étranger ne pouvait entrer dans le pays, et il fut assassiné. Et son fils de 14 ans, Meiji, prit sa place, et régna pendant 40 ans. Donc d'après les faits, je pense que cette expulsion du Japon était légitime. Maintenant, regardez la terrible punition qu'a subie la population japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le déluge de feu, la détonation d'engins nucléaires au sol. Je dirais, c'était une destruction totale de leur culture afin de reconstruire derrière une colonie commerciale pour les jésuites. Oui, et c'est aussi parce qu'ils ont résisté à toute forme de système bancaire, contrairement à la Chine, où quand ils sont arrivés, malgré la présence de certains empereurs, il y avait toujours une réelle activité bancaire pratiquée par le Vatican en Chine. En fait, ils ont résisté tant qu'ils ont pu en Chine.
Et je crois qu'une des clés de l'explication est qu'une fois leur influence suffisante, ils en jouaient pour répandre la crainte auprès de Hirohito à la fin des années 1800. Il disait qu'il fallait moderniser, en quelque sorte, et supprimer progressivement les samouraïs en tant que force militaire au Japon. Et encore une fois, je pense que ça, c'est une des principales raisons. Si vous regardez l'histoire de l'influence des jésuites dans leur capacité à désarmer, maintenant le Japon était prêt. Et là encore, c'est là où on a les plus grosses influences des jésuites, à Nagasaki et Hiroshima. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est là où, je cite, les bombes, fin de citation, ont explosé. Il faut le dire, il y avait des bombes déloyales dans les avions de la flotte américaine. Ils les ont lâchées avec du magnésium et de l'uranium dans les bombes elles-mêmes. Mais ils ont créé un énorme souffle. Mais le gros champignon que l'on voit ce jour-là est le résultat d'un appareil à impulsion électromagnétique placé au sol dans les deux bastions jésuites, Hiroshima et Nagasaki, qui explosa vers le haut. Et vous avez les 8 jésuites à 8 pâtés de maison de Ground Zero, émergeant d'un bunker et expliquant que s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils priaient la Vierge Marie. C'est vrai, c'est vrai. Et même Malachi Martin en parle dans son livre The Jesuits' Betrayal of the Catholic Church. Ils sortent de Ground Zero indemnes, aucune radiation, bien sûr attribuée au miracle de la Vierge Marie. Et pour ça, en fait, pour ce fait, Pedro Harupi, qui y était et supervisait l'ensemble, devint un général jésuite en 1965. Ouais, ça c'est intéressant, ça ne s'arrête jamais. Nous sommes en 1938, au bord de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il est subitement mandaté comme missionnaire au Japon. Déjà multilingue, Harupi se plonge dans l'étude du japonais et dans une mission continue de rapprochement culturel. Je dois dire qu'à ce moment-là, je ne me suis pas focalisé sur l'aspect transcendant de l'expérience de cette mission, mais plutôt sur certains aspects négatifs personnels. La découverte d'une réalité différente de ce que j'attendais, et par-dessus tout, le sentiment de solitude. Et j'ai ressenti une plus grande solitude encore quand je suis allé à Obi, à 21 heures de train de Tokyo, pour ma première mission, malgré la pauvreté de mon japonais. Un autre événement important fut mon emprisonnement d'1 mois à Yamaguchi. Le Japon était en guerre et je fus soupçonné d'espionnage. J'ai passé des jours et des nuits complètement seul dans la froidure de décembre. J'ai appris beaucoup de choses durant cette période. La science du silence, de la solitude, d'une pauvreté sévère et austère, du dialogue intérieur avec mon âme. Le 6 août 1945 commence comme une matinée banale pour Harupi et ses jeunes étudiants jésuites dans la banlieue d'Hiroshima. Le bruit de moteur d'un avion approchant n'est pas particulièrement menaçant. Ils sont habitués au bruit d'armadas d'avions au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, il n'y a pas de sirène pour sonner l'alerte. Donc le 6 août 1945, quand la première bombe atomique est tombée sur Hiroshima, Harupi et son groupe sont juste au bord des limites de la ville. Ils l'ont entendu. Ils ont fui la maison, ils ne comprenaient pas. Le destin d'Harupi et de ses novices fut filmé plus tard, pour l'histoire, par le gouvernement US. Entre le point zéro et le bâtiment des novices jésuites se trouvait une colline qui a servi à atténuer l'intensité du souffle. Mais en dépit de cela, les fenêtres et les portes du foyer principal furent éparpillées et le faux plafond fut soufflé par la force de l'explosion, pourtant éloigné de 6 km. Un groupe de jésuites qui enseignaient à Hiroshima furent témoins et survécurent à l'explosion, l'un d'entre eux témoignant même directement. Je suis le père Johan Simes, professeur de philosophie à l'Université catholique de Tokyo, qui est sous la responsabilité des pères jésuites. Que faisiez-vous à Hiroshima au moment de l'explosion? Ma classe de philosophie et moi avons été évacués de Tokyo vers Hiroshima il y a à peu près 5 mois.
J'étais avec ma classe dans le bâtiment d'études de la banlieue d'Hiroshima. Pouvez-vous décrire ce qui s'est exactement passé le matin du 6 août? J'étais dans ma chambre, qui fait face à la vallée, et soudainement, j'ai vu une lumière, comme une lumière de magnésium, une lumière flash, qui remplit toute la vallée. Et en regardant à la fenêtre pour comprendre la raison de ce phénomène singulier, je ne vis rien d'autre que cette lumière. Et en me tournant vers la porte de ma chambre, j'ai entendu un crash, peut-être 10 secondes après avoir vu la lumière. Et immédiatement, je fus couvert d'éclats provenant du cadre de la fenêtre et de verre qui se plantaient dans le mur, mais en fait aussi dans ma chair. Après un moment, on a vu une procession de gens venant de la banlieue et remontant la vallée. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, blessés, surtout sur les parties exposées, comme les mains, les pieds, le dos. Ils sont arrivés au bâtiment et on a fait ce qu'on a pu, mais il n'y avait pas beaucoup d'aide à fournir. Quelle est votre opinion sur les rumeurs qu'une radioactivité mortelle émane des ruines de la ville? Bien, je pense que ce n'est qu'une rumeur, parce que moi-même et d'autres avons œuvré dans la ville elle-même pendant plusieurs heures, juste après l'explosion, et nous n'avons ressenti aucun effet nocif. Dans les années qui suivirent, Harupi fut convoqué de nombreuses fois pour raconter son histoire, à commencer par les reporters des journaux US et les enquêteurs militaires. Soudainement, nous vîmes une lumière aveuglante comme un flash de magnésium. On entendit une formidable explosion. Après environ 15 minutes, nous remarquions une fumée dense s'élevant de la ville. Grimpions ensuite la colline pour une meilleure vue, pour constater devant nous Hiroshima dévastée. Le père Harupe, il a été le favori, ayant été le témoin de la matinée de cette première bombe atomique. Je n'oublierai jamais ma première vision de ce que fut le résultat de la première bombe atomique. Je crois que c'est fondamental. Je commence ma biographie au moment où la bombe est tombée sur Hiroshima, et il est là, en dessous. Et cette explosion spirituelle en lui, au moment où il voit l'horloge publique s'arrêter à 8h15, l'énorme énergie qui en résulte l'aidera à soigner les 150 malades qui arriveront à son hôpital grâce à une bouteille d'acide burique qu'il trouve. Assurément, c'était dans ces moments de tragédie que nous sentions Dieu le plus proche. Et cela semble l'avoir beaucoup marqué. Et ce genre de sentiment d'avoir approché la fin du monde, d'être là, assistant à un des événements les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Oh, encore une prune. Il n'y a même pas 5 minutes. Oh, comment cette journée peut être pire? Oh my God. إلى اللقاء.